Salut tout le monde, j'ai préparé une grosse vidéo pour ma première vidéo sur la chaîne et dans mes recherches, je me suis rendu compte de quelques faits insolites mais pas très joyeux que je pouvais partager avec vous. Du coup, comme vous avez vu dans le titre, découvrons ensemble 8 morts insolites sur la Tour Eiffel. Le 23 août 1991, 2 ans après la fin de la construction de la tour, il est 7 h du matin quand on retrouve un homme pendu et complètement nu dans le pilier nord de l'édifice. Pas très loin de son cadavre sont disposés ses vêtements et 3 bougies qu'il avait allumées. En fouillant les poches de son manteau, on découvre son identité. C'était un mécanicien parisien. On y découvre aussi son testament dans lequel il souhaitait léguer toute sa fortune, c'est-à-dire ses vêtements, à Gustave Eiffel. L'architecte a bien évidemment accepté l'offrande. Ceux qui s'occupent de la tour aujourd'hui lui doivent beaucoup parce que le mec il a quand même été le premier à avoir l'idée de faire briller la tour la nuit. Au début du mois de février 1912, le tailleur Franz Reichelt annonce à la presse qu'il va réaliser lui-même un saut depuis la tour Eiffel pour prouver l'efficacité de son invention. Le samedi 3 février, il a rédigé son testament. Vous voulez voir ce qu'il y avait écrit? Ok, mais ça vous coûtera un petit like. Je sous-signe faire don de tout ce que je possède à Madame Louise Schillmann, mon employée depuis de longues années, pour le dévouement et les services qu'elle m'a rendus. Je l'autorise de toucher toutes les factures restantes non payées et de garder le montant. En plus, je voudrais que dans le cas où mon invention porterait le fruit, qu'on verse à cette personne un pourcentage annuel de bénéfices de mon invention. Mais je vous prie de faire savoir à mes parents que je ne voudrais jamais que ma sœur Katharina ne touche quelque chose. Je vous prie donc, Madame Schillmann, de bien exécuter ma dernière volonté et excusez-moi de la douleur que je pourrais vous causer. Envoyez mes vêtements à mon père ainsi mes bijoux, ma bague et mes montres. Je vous embrasse bien sincèrement. On sait pas pourquoi il détestait sa sœur, enfin, c'est pas notre problème, on ferme la parenthèse. Du coup, la veille du saut, il arrive à 7 h au pied de la tour. Il fait autour de 0 degré, mais ça ne décourage pas Franz. La préfecture de police de Paris avait donné son accord à condition que l'inventeur utilise un mannequin. Quelques policiers sont présents pour assurer le service d'ordre, mais aucun n'intervient pour empêcher l'inventeur venu sans mannequin pour se jeter lui-même dans le vide. À 22 h devant environ une trentaine de journalistes et après 40 secondes d'hésitation, Reichelt saute du premier étage de 57 mètres. Malheureusement, son costume ne souffre qu'à moitié et se replie sous lui et il tombe en chute libre durant quelques secondes avant de s'écraser sur le sol gelé. Selon certains articles, le parachutiste est mort d'une crise cardiaque avant de toucher le sol. Le lendemain, les photos de la chute de la tragique expérience font la une des quotidiens des journaux. Aucun policier n'a été poursuivi pour non-assistance à la personne en danger. Le service d'ordre avait pourtant l'ordre de s'assurer qu'un mannequin allait être utilisé et surveiller les gestes de l'inventeur. Le préfet de Paris parlera à ce propos d'attitude irresponsable, c'est le moins qu'on puisse dire, et précise que l'expérience de Reichelt devait être considérée comme un suicide. Fin février 1926, la légende raconte que Léon Collot, un jeune pilote de réserve de 32 ans en stage au centre d'entraînement d'Orly, avait retrouvé une connaissance américaine au théâtre. Son pote lui dit être surpris qu'aucun aviateur français n'ait essayé de voler sous les piliers de la tour. D'une manière patriotique et arrogante, il rajoute que s'il y avait eu une tour Eiffel aux États-Unis, ça aurait été fait depuis longtemps. C'en est trop pour Collot qui entend en ces paroles une attaque contre sa patrie et son incontournable tour. Il décide alors de relever le défi. Le lendemain, tôt dans la matinée à 6 h, il décolle de l'aéroport d'Orly et survole la Dame de Fer. Il était gêné par le brouillard, du coup il hésite et à 9 h 10, il profite d'une éclaircie pour amorcer sa descente. Il passe sous les piliers de la tour sans problème, mais reprend de la hauteur trop tôt et tourne au mauvais moment. L'aile de son avion s'en mêle dans les fils de la radio installée dans la tour. Le pauvre, il perd le contrôle de son véhicule, son avion s'écrase et prend feu sur le champ de Mars. L'aviateur coincé dans son avion est mort carbonisé sous le regard impuissant de son frère et de quelques journalistes présents. En 1912, les autorités françaises décident d'interdire de se servir de la tour Eiffel comme plateforme de test pour les parachutes. Une pratique dangereuse assez répandue dans le milieu du parachutisme à l'époque, mais les lois sont faites pour être transgressées. En effet, Gaillette, un bijoutier âgé de seulement 35 ans, décide de sauter lui aussi du haut de la tour.
Le saut est programmé pour le 20 mars 1928, mais ça ne va pas se passer comme prévu, sinon il ne serait pas dans cette vidéo. Même si ce dernier a une certaine expérience en la matière, avec de nombreux sauts à partir d'avions à son actif. Marcel Gaillet a invité photographes et exploitants de salles de cinéma au Champ de Mars à être témoin de son suicide en quelque sorte. Il saute du premier étage de la tour. Marcel est tombé de pas moins de 80 mètres. Le parachute ne s'est pas ouvert. Il s'est écrasé et il est mort. Le résultat a été catastrophique. Il s'est fracturé la colonne vertébrale et la jambe. Le 14 mai 1961, un homme de 40 ans se jette du haut du deuxième étage de la tour vers 19 h. En fouillant son cadavre, les policiers ont retrouvé des papiers au nom d'Albert Dufourmentel et son adresse. Ils se rendent chez lui afin d'en savoir plus sur les motifs qui l'ont poussé à se suicider. C'est alors là qu'ils découvrent stupéfait un autre cadavre, celui de Léonie Dufourmentel, sa femme. Aucun doute, c'est Albert qui l'a assassiné avant de se suicider. On découvre plus tard que le meurtrier souffrait de neurasthénie et ne pouvait plus travailler depuis plus d'1 an. Donc c'est sa femme qui subvenait aux besoins du foyer. Vous voyez. Le couple avait 3 enfants, âgés de 8 à 21 ans, qui étaient absents au moment du drame. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme à tuer sa femme et se jeter du haut de la tour ? Le 9 février 1963, 2 immigrés espagnols, Francisco Toledo Pernia, âgé de 32 ans, et sa femme Dolores, âgée de 3 ans de moins que lui, montent jusqu'au 2e étage de la tour Eiffel. Ils s'arrêtent au 1er étage pour discuter et Dolores chute et meurt sur le coup. Francisco est soupçonné d'homicide par la police et est vite placé en garde à vue et interrogé. Au début, il dit avoir assisté sans pouvoir rien faire au suicide de sa femme. Après les témoignages des gens présents sur la scène qui affirment l'avoir vu jeter sa femme dans le vide, il modifie sa version des faits. Il raconte cette fois qu'il a soulevé sa femme sur la rambarde de la tour afin de lui faire peur quand elle avoue l'avoir trompé. Selon lui, elle s'est jetée dans le vide par culpabilité. Finalement, après 15 heures d'interrogatoire, il change encore la version des faits. Cette fois, il dit que sa femme lui a glissé des mains au moment où il la tenait au-dessus du vide pour lui faire avouer son infidélité et il clame son innocence. Le procès s'ouvre que 2 ans plus tard, alors que les faits semblent incriminer Francisco. Il se prend une peine logique minimale de 5 ans d'incarcération pour homicide volontaire. Je pense que les juges se sont trompés sur son cas parce que Francisco a été ensuite impliqué dans plusieurs crimes. Il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour avoir poignardé au cou et dans les côtes un homme en 2006 et en 2011 pour possession illicite d'armes à feu. On continue avec Alex, un sauteur d'extrême norvégien mort en tentant d'effectuer un saut en parachute depuis la tour Eiffel. Vers 22 h, Axel, âgé de 31 ans, s'est écrasé sur le toit de la galerie du 1er étage sous les yeux de sa petite amie et ses compagnons. Les 4 Norvégiens avaient créé une marque de vêtements. Du coup, ils devaient tourner un petit film pour la promotion et le diffuser sur les réseaux sociaux et leur site internet. Normalement, ils devaient être à 2 pour sauter, mais le parachute du pote à Alex n'était pas en état de fonctionnement. Et comme un malheur ne vient pas tout seul, enfin pas vraiment, parce que c'était juste qu'il y avait des grillages au 3e étage pour empêcher ce genre de saut. À voir, ça a marché. Ils n'ont pas sauté du 3e étage. Par contre, ils ont décidé de sauter du 2e étage. Mais le 2e étage n'a pas été assez long pour permettre au parachute de s'ouvrir complètement. Et c'est ainsi, Alex s'est écrasé malheureusement au 1er étage. Mais là, on s'interroge aussi sur les conditions de contrôle de sécurité de la tour. D'après l'ami d'Alex, les contrôleurs avaient vu les parachutes dans les sacs, mais on cru que c'était des sacs de couchage. On termine cette vidéo en 2009 vers 15 h avec une jeune fille âgée de moins de 20 ans qui met fin à ses jours en se jetant du 2e étage de la tour. Selon certaines sources, la touriste brésilienne a franchi les parapets de sécurité. Puis elle s'est assise sur le rebord et s'est jetée dans le vide. Elle s'est tuée après une chute de 58 mètres en tombant sur le toit du restaurant Altitude 95 situé au 1er étage de la tour. Et tout ça sous les yeux de son frère âgé de 25 ans. Moi je pense pas qu'elle a voulu se tuer. Peut-être elle a glissé. Donc du coup, son frère a dû être transféré à l'hôpital Georges Pompidou parce qu'il était en état de choc. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait même pas donner son identité aux policiers. Comment décrire ce qui s'est passé? Les clients du restaurant ont entendu un bruit terrible, comme une bombe. Ils se sont demandé ce que ça pouvait être. Puis tout le monde a vite compris. Mais bizarrement, les gens se sont remis à manger. Près de l'ascenseur, un employé de la société de la Tour Eiffel depuis plusieurs années, lui, il a parlé plus facilement. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais moi, je
suis habitué. Je n'ai même pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Il y en a tout le temps. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous invite à liker si vous avez aimé et à bientôt.